Bonsoir fidèles téléspectateurs de Label Télévision et Radio, merci de me retrouver ce soir pour Tête à Tête, un tout autre registre, un tout autre thème. Nous allons parler ce soir de culture et de religion. Bien entendu, je ne suis pas seule, je suis avec un chercheur, un spécialiste en islam, un professeur. Il s'agit de Monsieur Khadim Mbacké. Monsieur Mbacké, bonsoir et merci de me faire l'honneur d'avoir répondu. Bonsoir Madame Lo. À notre invitation. Merci infiniment pour la visite. J'en ai dit peu peut-être sur la présentation. Je vous laisse. Docteur Khadim Mbacké, islamologue, chercheur, ancien chef du département des langues et civilisations de l'Institut fondamental d'Afrique noire de l'Université Cheikh Anta Diop, consultant international. Très bien. Comment arrivez-vous à concilier toutes ces casquettes, tous ces rôles? Je suis chercheur de profession. Et comme vous le savez certainement, dans nos universités africaines, il arrive que des chercheurs participent à l'enseignement. C'est même une obligation. Selon les règlements intérieurs des instituts d'université, le chercheur peut, s'il le désire, participer à l'enseignement. Au début de mes travaux à l'IFAN, j'ai été invité à participer à l'enseignement au niveau du département d'arabe de la faculté des lettres et sciences humaines. J'ai contribué à la formation d'une génération d'étudiants qui sont aujourd'hui des responsables dans les ministères. Certains sont déjà des professeurs à l'université. Donc, être chercheur n'exclut pas qu'on participe à l'enseignement. De même, les enseignants des universités aussi sont invités à faire de la recherche pour pouvoir renouveler leurs enseignements. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux. En ce qui concerne le statut de marabout, c'est les origines. Je suis originaire de Touba, la capitale de la confrérie mouride, qui est une des plus grandes confréries de l'Afrique. C'est une confrérie africaine, donc créée par un Africain, un Sénégalais, donc qui aujourd'hui compte près du tiers de la population sénégalaise. Je suis originaire donc de leur capitale spirituelle, où j'ai fait mes premiers pas dans les études islamiques. Comment se passent justement les relations entre les musulmans? Au Sénégal, on en compte à peu près 97%. Les catholiques et autres religions, comment se passent justement les relations depuis toutes ces décennies jusqu'à aujourd'hui? Vous savez que au Sénégal, on est à 95% musulmans, mais la plupart des musulmans sont plus influencés par la culture traditionnelle que par les enseignements de l'islam, pour la simple raison que ils sont musulmans de naissance, mais en fait ils n'ont pas reçu l'éducation religieuse, ou en tout cas ils n'ont pas reçu une éducation religieuse poussée, ce qui fait qu'ils restent très influencés par les traditions africaines. Et ces traditions africaines favorisent la cohabitation pacifique. Donc les chrétiens et les musulmans, parfois ils oublient qu'ils sont chrétiens ou musulmans quand ils sont ensemble. Ils sont plus influencés par leur tradition ancestrale que par les religions qu'ils ont reçues, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes. Donc c'est ce qui fait que ils s'entendent, ils vivent ensemble. On trouve dans la même famille un chrétien et un musulman. Des gens, un frère peut être chrétien, un autre frère musulman ou une sœur. Donc, ils sont obligés de vivre ensemble et de cohabiter pacifiquement. Et ça se passe bien depuis... Ça se passe très bien. Quand
quand il y a des problèmes, c'est le plus souvent dû à une intervention extérieure. Dans certains pays, comme vous le savez, il y a effectivement une détérioration des relations parce qu'il y a des facteurs extérieurs. Vous savez que le champ religieux peut être comparé comme un marché, si on parlait en termes économiques. Les chrétiens, ils sont minoritaires, mais ils souhaitent être en position de force, augmenter en nombre et en influence. Les musulmans aussi, ils sont majoritaires, mais ils veulent que le Sénégal soit à 100% musulman. Donc il y a une concurrence inévitable. Ce qui fait que parfois il y a des accrochages, mais ce n'est pas grave, sauf quand il y a un élément extérieur qui veut, n'est-ce pas, monter les uns contre les autres. Ça s'est déjà produit? Le problème foncier, par exemple. Vous savez, quand on est minoritaire, forcément, on possède moins que les autres. Bon, quand, pour une raison ou une autre, on veut avoir des terres, alors que les terres appartenaient auparavant à une communauté autre, en ce moment-là, il y a problème. Puisque qu'est-ce qu'il faut faire? Si l'État décide d'attribuer, n'est-ce pas, des terres, d'arracher des terres à une communauté pour les attribuer à une autre communauté, il y a conflit entre l'État et les propriétaires. Alors, ces conflits peuvent se transmettre, peut aboutir à une confrontation entre les deux communautés. Ça existe dans certains pays africains. Bon, mais sinon, ils peuvent arriver à s'entendre même sur ce plan-là, puisqu'il n'est pas interdit aux musulmans, par exemple, de vendre des terres à des chrétiens. Ça peut arriver. Et ça arrive d'ailleurs. Puisque si vous prenez l'exemple je ne dirais pas ma ville natale, mais la ville natale de mon père, par exemple, qui est Mbacké Bawol, au cœur de Mbacké Bawol, il y a une chapelle. D'accord. Ah, il y a une chapelle construite en 1968. Et pourtant, ça n'a pas posé de problème. Alors qu'il n'y a pas une seule famille chrétienne qui soit originaire de Mbacké. Il y a des agents de l'État, des fonctionnaires qui sont là-bas, qui sont chrétiens. Alors, ils ont réussi à construire une chapelle au cœur de Mbacké. Et il y a une bonne fréquentation de cette chapelle? Oui, enfin, les concernés fréquentent. Les concernés fréquentent. Oui. Donc, ça, c'est un exemple, mais partout au Sénégal, on trouve parfois un village à presque 100% musulmans, dont le chef du village est un chrétien. Ça existe aussi. D'accord. Donc, la cohabitation ici est pacifique. Parfois, des rivalités existent, mais on arrive à les surmonter. On a eu pas mal de figures et exemples emblématiques dans ce pays. Si je me réfère aujourd'hui au guide, vous l'avez cité tantôt, l'exemple de Seigne Touba, l'exemple de Seigne Mansour Sy, l'exemple de Seigne Issa Laye, Baye Niasse, je pense c'était beaucoup d'autres. Quels enseignements ont-ils aujourd'hui légués au peuple sénégalais? Est-ce qu'on est aussi sur cette voie? Ces gens-là, ils sont à l'origine de l'intégration au niveau du pays. Ils ont favorisé le brassage ethnique et ils ont créé des liens matrimoniaux. Ils ont créé une communauté spirituelle qui fait que les Sénégalais, malgré les différences de confréries, s'entendent sur l'essentiel. Il est vrai qu'au Sénégal, il y a 4 confréries. La première confrérie, qui est là depuis le XVIe siècle, c'est la confrérie de Kadiriya, qui nous vient du Moyen-Orient, disons de l'Irak, puisque le fondateur, Cheikh Abdul Qadir al-Jilani, qui est connu de tous, est un Irakien. Donc la Kadiriya est la première confrérie que nous avons reçue au XVIe siècle, donc de l'Afrique du Nord. Cette confrérie est restée la seule pratiquée au Sénégal jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. À partir du XVIIIe siècle, est venue l'autre confrérie qui est la confrérie Tijane, qui est restée majoritaire depuis. Bon, entre-temps, au XIXe siècle, il y a la confrérie Mouride qui est venue avec force, et la confrérie Layène qui est une confrérie basée dans la presqu'île du Cap-Vert. Mais la confrérie Mouride a ceci de particulier qu'elle est née au Sénégal, créée par un Sénégalais et qui s'accommode parfaitement de la culture wolof, d'où sa popularité. Donc ces gens-là, ils ont enseigné. Toutes les confréries ont enseigné l'islam
évidemment un islam très imprégné par la culture sénégalaise, mais quand même un islam qui se défend parfaitement sur l'essentiel, puisque fondé sur les mêmes textes que l'islam qui jugé orthodoxe ou international, donc le Coran et la Sunna. Très bien. La religion aujourd'hui, dans la société actuelle, la religion subit fortement la concurrence de l'éducation moderne, la concurrence de la culture occidentale. Et quand on dit éducation moderne ici, c'est une éducation qui est à l'occidentale. Donc il y a un recul, quoi qu'on dise, avec le développement de l'école moderne, puisque l'école moderne n'a pas encore réussi à intégrer l'éducation religieuse. Ce qui fait qu'on éduque les enfants sénégalais à la française, éducation laïque, donc ils connaissent plus la France que leur propre pays. Et pour ceux qui démarrent avec l'éducation coranique? L'éducation étatique, l'éducation adoptée par l'État, a plus d'influence que l'éducation, disons, soutenue par la communauté. L'éducation officielle est une éducation laïque, donc qui ne reconnaît pas la religion. L'éducation adoptée par la communauté est une éducation religieuse. Il y a partout des écoles coraniques pour l'éducation de base, l'élémentaire. Maintenant, certaines de ces écoles coraniques ont évolué pour aboutir à des lycées, pour devenir des lycées. Alors, les lycées sont franco-arabes, ne sont plus exclusivement arabes, mais c'est des lycées franco-arabes modernes qui enseignent les mêmes matières que l'école publique. Et il y a une passerelle entre l'éducation religieuse, donc les écoles religieuses franco-arabes, et les écoles publiques. Quand l'élève obtient le certificat d'études, il lui est possible de rejoindre un lycée d'État, qui est le lycée Serigne Fallou Mbacké, qui est un lycée comme les autres, avec les mêmes séries que les autres, Blaise Diagne ici à Dakar? Ici à Dakar, Fallou Mbacké est bien connu. Donc c'est la passerelle qu'empruntent les élèves qui sont sortis des écoles coraniques. Ils font là-bas le premier cycle du secondaire et le second cycle du secondaire. Ensuite, ils vont s'inscrire dans les facultés. Certains même se sont inscrits à la faculté des sciences et ont obtenu un master en physique ou en chimie. Donc, ce qui fait qu'il est possible maintenant de passer d'abord par l'école coranique, mais d'aboutir à l'université. De plus en plus, c'est une voie qui est empruntée. Le contraire aussi se fait? Il y a des abandons, oui, mais ça c'est minime. C'est très, très, très rare qu'une école, qu'un enfant qui fait l'école sorte du système publique classique pour ensuite aller rejoindre une école franco-arabe. C'est rare, sauf que quand les écoles franco-arabes sont devenues excellentes, certains, maintenant les gens peuvent retirer leurs enfants de l'école publique qui n'enseigne pas la religion pour les incorporer dans les écoles franco-arabes qui enseignent la religion plus la science. Et en termes de culture aujourd'hui aussi, que pouvons-nous dire des pratiques de la culture dans beaucoup de pays africains, on parle de la culture à l'imparfait. On dit nous avions. En réalité, quand on regarde les capitales sont plus éloignées. La vie dans les capitales africaines est relativement plus éloignée de la culture africaine que les campagnes. Quand vous allez dans une zone du Sénégal qu'on appelle le Mbakol, où il y a les Silla, par exemple, là-bas, les traditions qu'on voyait à Dakar au début du XIXe siècle, on les retrouve dans cette zone-là. Jusqu'à présent. Oui. Donc la culture africaine, elle est toujours présente, elle se défend, puisqu'elle est porteuse de valeurs très positives quand on parle de Djom, sens de l'honneur et tout ça.
Mais ça, c'est la culture africaine. Alors, cette culture africaine a réussi à s'intégrer, ou en tout cas à s'enrichir grâce à l'apport de l'islam, ce qu'il a consolidé. Donc, elle est toujours là. Et parfois, quand l'éducation religieuse n'est pas très forte, elle prédomine. Donc, on trouve des gens qui se disent musulmans ou chrétiens, mais qui sont influencés dans leur comportement, plus influencés par la culture traditionnelle que par la religion. D'où, par exemple, le maintien de ces gris-gris, de ces amulettes. Pouvez-vous nous citer justement quelques exemples de cette bonne pratique culturelle aujourd'hui traditionnelle? Bon, les bonnes, je ne dirais pas bonnes, mais des pratiques culturelles, on les trouve. Par exemple, les Sérères au Sénégal. C'est une ethnie bien connue, l'ethnie du premier président de la République du Sénégal. Là-bas, la culture traditionnelle domine. Et pourtant, ils sont musulmans. Là, ils sont en majorité musulmans. Mais la culture traditionnelle domine. Ça, on voit. Bon, d'abord, le maintien de la langue, malgré l'islamisation, le maintien des pratiques même rituelles, qui sont contraires à l'islam. Pouvez-vous citer quelques exemples? Bon, le ndeup, par exemple, je ne sais pas comment, mais c'est une cérémonie qu'on organise pour exorciser, les esprits, les mauvais esprits, comme on dit. Donc, quand quelqu'un est malade et que la médecine moderne n'arrive pas à le soigner, on l'amène généralement à une prêtresse, à une dame qui est imprégnée de la culture traditionnelle et qui arrive souvent à guérir. Donc, c'est des pratiques ensuite, il y a les pratiques divinatoires, c'est-à-dire pour savoir ce qui va se passer pour vous ou pour un autre. Aller voir. Oui, et pourtant c'est interdit par l'islam. Mais ça persiste. Ça se fait. Donc la culture traditionnelle résiste à l'influence de l'islam, qu'elle soit positive ou négative. Mais l'islam accepte parfaitement les aspects positifs et les intègre. D'accord. Donc c'est pas parce qu'on est musulman qu'on est complètement déculturé et qu'on abandonne la culture africaine. L'islam ne le demande pas. Ne le demande pas. Voilà. Quelle lecture vous faites aujourd'hui de la société? La société est tiraillée par la culture traditionnelle, les trois cultures traditionnelles, musulmanes et modernes. Elle est influencée, mais elle est tiraillée par ces cultures-là. Donc, parfois, dans les villes, c'est peut-être la culture moderne qui l'emporte, dans certains milieux. Parfois, c'est la culture musulmane dans les milieux fortement maraboutiques. Et parfois, en campagne, il y a la culture moderne, il y a la culture traditionnelle qui l'emporte. Mais de toute façon, chacune de ces cultures a des éléments positifs qui peuvent jouer dans la vie économique, sociale, culturelle et religieuse de la société. On perd nos valeurs aussi aujourd'hui, vous trouvez? Oui, dans les différents aspects de la vie sociale, économique et culturelle, on voit l'effet de cette problématique. Les religions et même la culture traditionnelle encouragent l'individu à s'affirmer, à travailler pour ce qu'on appelle job. Par exemple, à travailler pour se prendre en charge. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Quand une personne travaille, 10 personnes cherchent à vivre grâce à cette personne qui travaille. Pour Parce le mariage. Que la famille s'élargit ou qu'est-ce qui explique ça, par exemple? Oui, on vous dit que le père de famille qui travaille, il va subvenir aux besoins de sa famille déjà proche, enfants, épouse, etc. Mais derrière, il y aura les cousins, cousines, oncles, etc. Et la famille s'élargit de plus en plus aussi. En principe, les bonnes valeurs d'hier, islamiques et traditionnelles, encourager l'individu à travailler. À vraiment compter sur lui-même et compter sur Dieu, évidemment, pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir assurer sa réussite sociale. Bon, maintenant, le job, c'est mousse, c'est rôde, si vous voulez. Les gens sont moins job maintenant, sont moins. Voilà. Donc, on a tendance à abandonner la campagne pour venir s'entasser dans la capitale, chez un cousin ou un frère qui a un peu réussi. Si 10 personnes viennent s'installer chez vous, votre réussite risque de se transformer en échec. Le mariage, qu'en est-il aujourd'hui? Le mariage aussi illustre ce que je viens de dire, puisque c'est vrai que dans le passé, on faisait intervenir
beaucoup de gens dans le mariage pour valoriser la femme. Quand vous venez demander la main d'une femme, on vous dit oui, d'accord, mais il faut aller voir sa tante paternelle qui est à Foundiougne, par exemple, voilà. Ou alors à Kédougou. Pas parce que c'est absolument nécessaire, mais pour vous montrer que cette femme-là, elle a de la famille, elle est quelqu'un, elle est très importante, donc c'est pas quelqu'un qu'on vient prendre comme ça. Donc on vous fatigue un peu pour valoriser la personne que vous cherchez à avoir. Donc ça c'était positif. Maintenant, c'est l'argent qui domine. On cherche l'argent. Vous venez, on ne vous demande pas d'aller à Foundiougne, mais on regarde. Est-ce que vous êtes arrivé à bord d'une 4x4 de 80 millions? Est-ce que votre costume, est-ce que vous avez des apparences qui laissent comprendre que vous êtes aisé? C'est ça qu'on cherche à voir. Il y a de plus en plus des filles de 30 ans, 35 ans qui ne trouvent pas de mari. Ensuite, quand elles trouvent un mari, le mariage est éphémère, tout simplement parce que au départ, on croit que le gars il est très riche. Ensuite, on découvre que bon, il n'est pas si riche que ça, ou alors il a triché. Donc, les choses se cassent. Et donc, le taux de divorce aujourd'hui augmente très fort. Très fortement. Et la femme musulmane en islam, quelle est sa place aujourd'hui? Ah, ça c'est une grande question. Parce que, comme vous le savez, dans l'islam, il y a des enseignements concernant la femme. Les problèmes que nous connaissons, que les femmes connaissent dans les villes, sont moins graves en campagne. C'est-à-dire les femmes se préservent avant le mariage, par exemple. Elles observent les valeurs traditionnelles, surtout africaines. En ville, ce n'est plus le cas. Les filles, même à 13 ans, vous voyez qu'elles commencent à croire qu'elles ont le droit de fréquenter des garçons. Et ce qui explique que souvent, c'est ce qu'on appelle les grossesses hors mariage, sont devenues ordinaires, des choses banales, complètement banales. Les problèmes qui se posent surtout pour la femme musulmane, c'est que avec la modernité, parfois il lui arrive de réclamer des droits que l'islam ne lui donne pas. Mais généralement, la plupart des revendications justes sont acceptables par l'islam. Je donne quelques exemples. L'exercice d'un travail, une activité professionnelle, c'est parfaitement accepté par l'islam. Depuis le début, l'islam accepte que la femme musulmane majeure exerce une activité professionnelle. La femme musulmane majeure, depuis le début, peut avoir son compte personnel. Donc ça ne date pas de 1971. Depuis le début, la femme a le droit d'avoir ses biens à elle. Et dans le mariage, on lui permet de choisir avant de conclure son mariage. Et si elle ne veut pas, on ne l'oblige pas à faire. Une fois mariée, elle a beaucoup de droits aussi. Actuellement, la femme moderne, musulmane ou non, peut être responsable. Par exemple, ministre ou directeur de cabinet du ministre ou secrétaire général du ministère. Et elle peut, même mariée, être appelée à voyager. Bien sûr. Alors, traditionnellement, on dit qu'une femme ne peut pas voyager toute seule. Mais en réalité, quand on étudie les différents avis, les différents avis, on se rend compte qu'en fait, c'était un problème de sécurité. C'était pour un problème de sécurité qu'on interdisait à la femme de voyager toute seule. Mais quand elle est en bonne compagnie ou quand elle peut voyager dans des conditions de sécurité, elle peut parfaitement aller où elle doit aller. Jusqu'à un certain temps, il y a aussi une durée à bon, effectivement, puisque si son mari est d'accord, elle peut s'absenter pour une durée raisonnable. Mais je crois que c'est un problème qui ne se pose plus, puisque maintenant, même si le mari est au Japon et la femme au Sénégal, l'un peut aller tous les 3 mois, par exemple, pour retrouver l'autre. Donc, dans ces cas-là, et puis, ce qui est important, c'est de bien éduquer la femme pour qu'elle sache où qu'elle puisse être, se comporter correctement. C'est tout ce qu'il faut. Très bien, Monsieur Mbaké. Donc, compte tenu de tout ce qu'on vient de dire, quelle recommandation aujourd'hui? La recommandation que je fais, c'est qu'actuellement,
nous sommes vraiment envahis en Afrique. On dirait que beaucoup de nations ne veulent pas que nous soyons indépendants. Alors il faudrait que la jeunesse africaine se ressource, s'arme des éléments positifs de sa culture pour résister à cette invasion culturelle. Il faut que les Africains croient en eux-mêmes. Ah bon. Ça, c'est très important. Et sachent exploiter leurs ressources naturelles en toute indépendance. Évidemment, je n'exclus pas le partenariat parce que c'est nécessaire. Nous avons ici le gaz, le pétrole et l'or, mais nous n'avons pas les moyens de les exploiter. Donc, choisir des partenaires pour venir nous aider à exploiter nos ressources afin de financer notre développement, c'est une bonne chose. Mais il faut négocier, il faut savoir négocier. Il ne faut pas tout accepter dès le premier coup. Tout à fait. Je crois que ça, ce sont les jeunes qui doivent constituer la force de frappe, hein, pour obliger nos dirigeants qui ont tendance à s'en remettre à l'Occident, les obliger à tenir compte des intérêts bien compris des Africains. Très bien. Votre mot de la fin? En fait, je vous remercie d'être venu m'interviewer. C'est nous qui vous remercions. Et je vous félicite aussi, parce que je viens de découvrir votre chaîne, mais je pense que c'est une chaîne qui a sa place et qui peut contribuer parfaitement au développement culturel de l'Afrique. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci de nous avoir suivis. Nous étions tout de suite avec M. Khadim Baké, chercheur, professeur et spécialiste en islam sur les questions culture et religion. Je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro de Tête à Tête. À samedi prochain. Merci.